conditions de déplacement sont exclues de toute une série de droits fondamentaux et se retrouvent donc à vivre hors de la loi et hors du droit. En revanche, si l'on considère le mouvement et le changement comme des traits distinctifs de la société et de l'identité individuelle, on a la possibilité d'avancer de nouveaux modèles d'appartenance multiples. À ce propos, il y a une autre œuvre récente, toujours dans le domaine de la philosophie, qui s'interroge sur les concepts de migration, des droits et de citoyenneté. Il s'agit d'une étude en italien qui s'intitule Stranieri residenti, étrangers résidents, de la philosophe Donatella Di Cesare. Dans cette étude, on interroge la catégorie du migrant d'un point de vue philosophique, en mettant en exergue son positionnement complexe et instable. Di Cesare met en évidence le fait que le migrant, dans l'Antiquité, n'était pas considéré comme un sujet controversé, car il n'impliquait pas une remise en question de l'ordre politique ou de la citoyenneté. Le migrant en tant qu'étranger devient une figure problématique à partir de l'époque moderne et notamment après l'émergence des États-nations. Comme l'affirme Julia Kristeva dans son « Étranger à nous-mêmes », et je cite, « La notion d'étranger possède en effet aujourd'hui une signification juridique. Elle désigne celui qui n'a pas la citoyenneté du pays qu'il habite. » Fin de citation. En outre, si l'État, qui apparaît comme une entité naturelle, est fondé sur l'homogénéité à l'intérieur d'un espace fermé, préservé par la présence des frontières, le migrant, avec son mouvement et son appartenance multiple, et je cite Donatella Di Cesare, mine le lien précaire entre nation, sol et monopole du pouvoir de l'État, qui est à la base de l'ordre mondial. Le migrant évoque la possibilité d'un monde différemment concerté, représente la déterritorialisation, la fluidité du passage, la traversée autonome, l'hybridation de l'identité. Fin de citation. Donc c'est seulement à partir de l'époque moderne que les migrants, en tant qu'étrangers, devient une figure dérangeante et subversive. Le migrant, en effet, impose une remise en question radicale du concept d'État fondé sur la permanence du sujet sur un territoire, en opposition à la dimension du mouvement considéré comme hors norme. À partir de son positionnement instable et aux marges, le migrant entraîne une délégitimisation de l'État et en met en évidence la nature historique et non donc immuable et mythique, édifiée sur la discrimination de l'autre, du différent et de l'externe. À ce même propos, Di Cesare analyse le changement impliquant, au fil des siècles, le concept de migration et donc de déplacement. Selon la philosophe, dans l'Antiquité, l'acte de migrer correspondait le plus souvent à la participation de l'individu à une expérience collective, comme par exemple dans le cas des colonies grecques, qui n'impliquait pas la crise identitaire du sujet et son sentiment de dépaysement et étrangeté. Ces conditions caractérisent au contraire la migration moderne où le déplacement implique pour l'individu la perte du contact avec sa communauté d'origine et son sentiment de solitude face à l'inconnu. À ce propos, le roman ne se limite pas à offrir des représentations littéraires du sujet migrant, mais il contribue activement à suggérer des narrations alternatives à celles dominantes du discours national. Le sujet migrant, caractérisé par son appartenance multiple, par son positionnement entre et par son mouvement continu, entraîne la remise en question des processus normatifs de construction identitaire. Les représentations littéraires du migrant dans le roman arabe contemporain impliquent plusieurs problématiques, parmi lesquelles on peut citer à titre d'exemple les problématiques suivantes. Migration et crise du nationalisme arabe, c'est-à-dire qu'on peut explorer le rôle des représentations littéraires de la migration et du migrant dans la création de narrations post-nationales.
Migration et identité, donc il s'agit par exemple d'analyser le rôle des images littéraires de la migration et du migrant dans les processus de construction identitaire, individuelle et collective. Migration et appartenance, donc à ce propos, il faudrait se poser la question suivante. Est-ce que les représentations littéraires de la migration, en tant que condition de déplacement continu, entraînent une remise en question du concept normatif d'appartenance territoriale et communautaire et introduisent la pensée d'une appartenance multiple? Donc, ces trois questions sont parmi les problématiques fondamentales qu'on peut explorer en portant l'attention sur les représentations de la migration dans la fiction. Donc après, disons, avoir essayé de vous présenter dans une perspective diachronique quelques éléments concernant les différentes étapes de la représentation du migrant dans la fiction arabe, j'aimerais maintenant vous présenter deux exemples de romans libanais contemporains. Ce qui caractérise tout spécialement le roman libanais est que les thèmes de la migration et de la construction identitaire sont compliqués par le statut de l'individu dans un contexte marqué par le confessionnalisme et par l'expérience de la guerre civile. Aujourd'hui, l'intérêt pour l'expérience de la migration continue à affecter la production romanesque de plusieurs auteurs libanais déjà affirmés, comme par exemple Ilyas Khouri, Hanan al-Shaykh, Hoda Barakat, Rabia Jabir, mais cet intérêt affecte également la production d'auteurs qui ont commencé à publier ces dernières années, comme Jana Fawaz al-Hassan, Zainab Sharaf ad-Din et Ahmad Mohsin, pour citer quelques exemples. Dans le cadre de cette conférence, je vais vous présenter deux romans de deux auteurs assez célèbres et prolifiques. Il s'agit du roman Amirka de Rabia Jabir, publié en 2009, et de Sinalkoul d'Ilyas Khouri, publié en 2012. Dans ces deux romans, les représentations de la migration sont liées au processus de construction identitaire. Plusieurs modèles de féminité et de masculinité en contexte de migration sont avancés pour explorer la question de l'identité nationale et de sa crise dans le monde arabe dans deux époques historiques différentes. Alors, je vais commencer en vous présentant le roman Sinalkoul d'Ilyas Khouri, publié en 2012 et traduit en français en 2013 sous le titre de Sinalkoul, le miroir brisé. Donc, Ilyas Khouri est né en 1948 à Beyrouth. À l'âge de 20 ans, il se rend en Jordanie et commence à militer au sein de l'OLP. Après les massacres de Septembre Noir, il part pour Paris. Et à son retour au Liban, il dirige aux côtés de Mahmoud Darwish la revue Shu'un Filistiniya, question palestinienne. En 1975, il prend part activement à la guerre civile durant laquelle il est blessé et risque de perdre la vue. En 1977, il publie son premier roman, Jabal al-Saghir, La petite montagne, et aujourd'hui, il dirige le supplément culturel du quotidien libanais An-Nahar. Dans le roman dont on va parler, donc Sinalkoul, les thématiques de la migration et de la construction identitaire sont explorées en s'appuyant sur plusieurs représentations de la masculinité. Dans ce roman, l'auteur se consacre aux effets de la guerre civile libanaise, notamment sur les corps masculins, et il se consacre également à l'expérience de la migration, analysée en tant que parcours de recherche d'une nouvelle identité individuelle et collective. L'histoire qui se passe au Liban avant et durant la guerre civile gravite autour de trois personnages masculins. Donc on a Karim Shammas, le protagoniste, son frère Nassim Shammas et leur père Nasri Shammas. Chaque personnage incarne un modèle de masculinité qui nous permet d'explorer la question de l'identité nationale et de sa crise après le déclenchement de la guerre civile au Liban. Au début de la guerre, Karim, le protagoniste, s'engage dans les combats aux côtés des communistes dans une organisation fondée par Al-Fatah. Mais peu après, il décide de quitter Beyrouth pour s'installer en France, à Montpellier. Il y termine ses études de dermatologie et se marie avec Bernadette, une femme française avec laquelle il a 2 filles.
Même s'il avait promis de ne plus remettre les pieds au Liban, 10 ans après, il décide d'y revenir. Les motivations apparentes de sa décision sont la mort de son père, son désir de retrouver un ami, surnommé Sinalkul, comme le titre, qui avait participé à la guerre avec lui, ainsi que le projet ambitieux de son frère de construire un nouvel hôpital que Karim serait censé diriger. Pourtant, les véritables motivations qui poussent le protagoniste à revenir au Liban sont la nostalgie du lieu de ses origines, ainsi que la nécessité de reconstruire son identité brisée. De l'autre côté, il y a le personnage de Nassim, le frère du protagoniste, qui prend part à la guerre à côté des phalangistes. Il aime la vie nocturne, les femmes et la drogue, et pour survivre, il se consacre à des activités de contrebande. Le troisième personnage masculin est Nasri, le père, qui travaille dans sa pharmacie. Il doit son succès à l'invention de potions pseudo-scientifiques qu'il exploite pour réveiller le désir des femmes et les impliquer dans des aventures passionnelles. La narration s'organise autour de plusieurs niveaux temporels qui s'entremêlent, donc le présent du retour du protagoniste au Liban et les analepses qui nous renvoient aux souvenirs de son enfance, de son adolescence et de sa jeunesse. En s'appuyant sur les personnages des deux frères et du père, Elias Khoury avance plusieurs modèles de masculinité qui sont utilisés pour explorer les processus de construction et déconstruction identitaire. Tout comme l'identité masculine des trois personnages est remise en question, il en est de même pour l'identité nationale. La crise identitaire impliquant les deux frères entraîne la remise en question de l'idée d'une masculinité homogène, fixe et valable pour tous, ainsi que de la pensée d'une identité nationale cohérente et intacte. Ces personnages nous démontrent que la masculinité est multiple et qu'elle se construit à l'intérieur de conditions sociales et matérielles spécifiques. Ceci peut être remarqué dans l'évolution des trois personnages masculins du roman. Si d'un côté la guerre porte atteinte à l'identité collective identifiée à la nation, de l'autre côté, elle atteint également l'identité individuelle. Par exemple, le personnage de Nasri, le père, incarne un modèle de masculinité qui représente l'image du Liban et donc de l'identité nationale avant que la guerre n'éclate. Il s'agit d'un modèle de masculinité cohérente qui reflète l'image d'une réalité intacte avec une identité nationale qui n'a pas encore été brisée par la guerre civile. La masculinité incarnée par le personnage de Nasri peut être définie, pour citer Samira Agassi, comme traditionnelle, car fondée sur un système de valeurs sociales et religieuses traditionnelles et sur une organisation entre les genres qui demeure rigide. Dans ce cadre, l'homme affirme sa masculinité à travers le contrôle des membres de sa famille et à travers l'exercice de son autorité et de sa virilité. Ce même modèle de masculinité ainsi que ses valeurs sont destinés à être bouleversés par la guerre. Dans Sinalkol, les deux frères incarnent des modèles de masculinité en crise qui représentent la crise de l'identité nationale après la guerre civile. La masculinité des deux frères, comme d'ailleurs celle du père, est définie à travers leur relation avec les femmes. Après le départ de Karim pour la France, Nassim se marie avec Hind, la femme que son frère avait quittée avant de partir, mais dont il demeure amoureux. Les destins des deux frères restent donc liés l'un à l'autre, Nassim achevant l'histoire d'amour de son frère. La décision de Karim de quitter le Liban et d'émigrer en France est motivée par la peur de la guerre ainsi que par son désir de retrouver son identité loin de la violence. Ce sentiment est ainsi décrit dans le roman. Je cite en traduction, « Il ne pensait qu'à la fuite, il voulait s'en aller pour retrouver son cœur de nouveau, pour retrouver la capacité de respirer. » Fin de citation. Karim représente donc un modèle de masculinité qui se détache aussi bien du modèle traditionnel incarné par son père que de celui marqué par l'agressivité et la violence incarné par son frère.
Son identité est plutôt marquée par des traits de vulnérabilité et de fragilité. À Montpellier, Karim rencontre Bernadette, une infirmière qui travaille dans le même hôpital. Le début de sa nouvelle vie française ainsi que de sa nouvelle identité est marqué par le mariage avec Bernadette. Dans ce roman aussi, comme dans les exemples de romans qu'on a évoqués avant, le personnage féminin joue un rôle significatif dans le parcours de recherche identitaire du personnage. Dans Sin alcool, l'abandon du protagoniste de sa patrie d'origine, dont le visage est déformé par la guerre civile, est marqué par la séparation de sa bien-aimée Hind. Cette séparation entraîne la recherche d'une nouvelle patrie à l'étranger qui est identifiée, encore une fois, au corps d'une femme, sa femme française Bernadette. À ce propos, on lit dans le roman, et je cite, « قال لها في أيام الحب الأولى إنها وطنه. لم تكن برناديت تفهم سبب هوس هذا الرجل العربي الذي لا يشبع من جسدها بالأوطان. ينام معها كمان يتشبث بها يتحسس بياضها بأنامله لا يغمض عينيه مثل ما يفعل الرجال عندما يمارسون الحب مع النساء. » Je vous propose une traduction. Lors du début de leur amour, il lui disait quelle était sa patrie. Bernadette ne comprenait pas la cause des obsessions patriotiques de cet homme arabe qui n'était jamais rassasié de son corps. Il adhérait à son corps, il sentait sa blancheur avec les doigts et ne fermait pas les yeux comme les autres hommes quand ils font l'amour avec une femme. Fin de citation. Dans ce passage, on remarque la présence d'une symbologie rattachée au discours nationaliste. Le corps de la femme est associé à la patrie. D'un côté, terre de conquête de l'homme, et de l'autre côté, abri dans lequel il cherche refuge. Tout comme le protagoniste n'arrive pas à se détacher complètement du discours nationaliste et de son identité libanaise, il n'arrive pas à rassembler les morceaux de son identité qui restent coupés en deux. L'attachement à cette nouvelle patrie, symbolisée par sa femme française, demeure illusoire et le protagoniste ne peut pas échapper à l'appel de son identité passée qu'il pensait avoir quittée au Liban. Cet appel se matérialise à travers l'appel de son frère qui lui annonce avoir épousé Hind, la fille que Karim avait quittée avant de partir pour la France. Cette découverte cause l'aphasie de Karim qui n'arrive plus à parler français avec sa femme. La perte du langage symbolise la perte de sa nouvelle identité française ainsi que de sa capacité à établir une relation avec sa femme. Dans le roman, la perte du langage est remplacée par la toux et accompagnée par la perte du désir envers sa femme. Le retour au Liban marque la deuxième étape de la recherche de l'identité de Karim qui passe à travers la recherche de sa masculinité. Une fois au Liban, il entame des relations avec deux femmes très différentes. Razal est une femme syrienne que Nassim a engagée pour faire le ménage dans l'appartement où son frère s'est installé. Il s'agit d'une femme issue d'un milieu social pauvre dont Karim tombe amoureux. À ses yeux, elle incarne, comme il affirme dans le roman, le symbole des ambiguïtés de Beyrouth. Karim est bouleversé par la rencontre avec cette femme dont il tombe soudainement amoureux. La rencontre avec le corps de cette femme syrienne permet à Karim de redécouvrir le désir et de récupérer la capacité d'entamer une relation avec le féminin. Son identité masculine n'est plus marquée par l'aphasie et l'impuissance, comme dans la relation avec sa femme française, mais par le plaisir et la volonté de le partager avec l'autre. Comme Razal représente le lieu de ses origines, la relation avec elle peut être considérée comme la tentative de rétablir un lien avec celle-ci. Cet amour est marqué par l'instinct, le corps remplaçant les mots, comme s'il s'agissait d'une relation primordiale qui précède le langage. Le corps de la femme devient l'endroit de la recherche d'un lien authentique avec la patrie perdue. Cette relation est toutefois destinée à l'échec car elle demeure ancrée dans un système de valeurs liées à un passé qui n'existe plus. Fondée
sur une organisation patriarcale des rôles de genre. Je vous cite à ce sujet le passage du roman dans lequel on décrit cette relation. غزالة هي جنس محض بلا زوائد ولا مبرر لها. هنا ارتمى الطبيب المتفرنس في بحر من الملذات التقليدية حيث المرأة رهن إرادة الرجل. Ghazal était sexe à l'état pur, sans appendice ni justification. Avec elle, le médecin francisé se plongea dans une mer de plaisir traditionnelle où la femme est dépendante de la volonté de l'homme. Fin de citation. Le protagoniste a une autre aventure avec Mouna, la femme de l'architecte en charge du projet de l'hôpital. Il s'agit d'une femme cultivée, issue d'un milieu bourgeois, donc aux antipodes par rapport à Ghazal. Ces deux femmes représentent toutes deux la tentative de Karim de rétablir un contact avec son identité perdue et avec la ville de ses origines, dont elle constitue deux visages différents. Leur différence est décrite du point de vue de Karim, qui travaille comme dermatologue, et passe donc à travers la description de leur peau. La peau de Ghazal est d'ébène, alors que celle de Mouna est blanche comme le lait. Ces deux relations passionnelles se terminent avant le retour du protagoniste en France. Pour conclure donc notre analyse de ce premier roman, on remarque que la narration gravite autour de la recherche identitaire du protagoniste émigré en France. Le corps de la femme représente l'endroit de cette recherche. La fin de l'histoire d'amour avec Hind, la femme que Karim quitte quand il part du Liban, et qui se marie par la suite avec son frère, marque la rupture avec sa terre d'origine déchirée par la guerre. La rencontre avec le corps de Bernadette, sa femme française, marque le début de son appartenance à une nouvelle patrie. Néanmoins, en France, au lieu de retrouver son identité, Karim perd une partie de sa personnalité. C'est pour cette raison qu'il revient au Liban, mais le Liban qu'il connaissait n'existe plus, il est mort, tout comme son père est mort, et avec lui un ancien modèle de masculinité fondé sur un système de valeurs traditionnelles. Ce qui reste est la violence et le désarroi représentés par le modèle de masculinité irrésolue et violente incarné par son frère. Le parcours de recherche identitaire de Karim est symbolisé par sa recherche de Sinalcol. Celui-ci est parfois présenté comme un camarade du protagoniste à l'époque du début de la guerre, d'autres fois comme son alter ego. C'est avec le nom de Sinalcol que Karim se présente à Bernadette. Sinalcol est un personnage absent. Sa recherche symbolise la tentative de rassembler les morceaux de l'identité brisée du protagoniste, partagés entre deux appartenances. Mais la recherche de Sinalcol symbolise également la recherche d'une nouvelle identité nationale qui, au début de la guerre, semblait possible, mais qui est inéluctablement perdue. Karim échouera dans sa recherche, son identité individuelle ainsi que son identité collective demeurant ancrées dans un passé qui n'existe plus. Mais passons maintenant au deuxième roman au centre de notre analyse. Il s'agit du roman Amirka de l'écrivain libanais Rabia Jabir. Ce roman, publié en 2009, a été traduit en français avec le titre d'Amirka. Dans ce roman, l'auteur entreprend un parcours de recherche dans les archives de l'histoire du Liban à l'aube de la Première Guerre mondiale. Donc on est dans une époque complètement différente par rapport à celle abordée dans Sinalcol. Rabia Jabir est un romancier libanais contemporain assez connu et prolifique. Il est né à Beyrouth en 1972. Il travaille en tant que journaliste pour le supplément culturel du journal Al-Hayat et a publié une douzaine de romans depuis 1995. Plusieurs de ces romans ont été traduits en nombreuses langues européennes.
En 2012, il a remporté le prix international de la fiction arabe pour son roman de 2010, Druz Belgrad, les Druzes de Belgrade. Dans Amirka, qui peut être considéré comme un roman historique, Rabia Jabir s'intéresse à la narration de la période qui précède la chute de l'Empire ottoman et qui prépare l'émergence des États-nations au Proche-Orient. Dans ce roman, l'auteur met en scène d'un côté la recherche identitaire du migrant qui coupe le lien avec sa patrie et de l'autre côté la recherche identitaire collective impliquant les différentes régions du monde arabe peu avant la désagrégation de l'Empire ottoman et la création des États-nations. À ce sujet, Jabir choisit de s'appuyer sur le thème de la migration et notamment sur la vague des migrations des Syro-Libanais vers les États-Unis à l'aube de la Première Guerre mondiale. Au centre de ce roman, on retrouve une protagoniste féminine. Un narrateur externe présente les aventures de la protagoniste Marta Haddad, une jeune couturière maronite originaire du Mont-Liban, qui, en 1913, quitte pour la première fois son petit village et sa maison modeste pour se rendre aux États-Unis. Elle se met en voyage à la recherche de son mari qui a disparu depuis plus d'1 an. Celui-ci est parti pour les États-Unis quelques années plus tôt pour chercher un avenir meilleur, mais depuis 1 an, il a cessé de donner des nouvelles à sa femme. Décidée à retrouver son mari, Marta entreprend un voyage dangereux par terre et par mer vers l'inconnu, toute seule, sans argent et avec ses rares biens dans un sac de jute. Le voyage commence quand elle descend de la montagne vers la ville de Beyrouth, puis elle s'embarque vers la France, à Marseille, et du port du Havre pour New York. Le départ de Marta marque le début de sa crise qui la conduira à incarner une identité nouvelle. Dans Amirka, le déplacement dans l'espace reflète le parcours identitaire de la protagoniste. On retrouve une sorte de cartographie du processus de devenir identitaire de Marta qui abandonne graduellement son ancienne identité liée au village d'origine avec ses traditions, ses us et coutumes et entreprend un parcours à la recherche d'une identité nouvelle. Ce processus de déconstruction, reconstruction identitaire se manifeste sous forme de déplacement à l'intérieur de l'espace inédit, discontinu et multiforme de la terre des migrations. Le parcours de recherche de la protagoniste contribue à mettre en évidence la nature construite, artificielle et instable des liens entre identité individuelle, identité collective et espace. Ces 3 éléments, nécessaires à la formation de l'identité de chaque individu, sont indispensables également à la création de l'imaginaire national, comme le souligne Benedict Anderson dans son étude « L'imaginaire national ». À ce propos, dans le roman Amirka, on a l'impression que le processus de devenir de la protagoniste soit utilisé comme expédient pour s'interroger non seulement sur le processus de construction identitaire de l'individu, mais surtout sur la recherche d'une identité nationale et collective avant l'émergence du Liban en tant qu'État-nation. Dans ce cadre, le personnage de Marta, jeune femme qui coupe les liens avec la communauté de ses origines pour partir à la recherche de son mari, devient le symbole d'une collectivité à la recherche de son identité nationale moderne. La recherche identitaire de la protagoniste est explorée à travers ses déplacements, l'auteur établissant un lien entre construction identitaire et espace. Dans plusieurs domaines, comme celle des études postcoloniales, on met en exergue le fait que le lien entre identité et espace n'est pas unique, définitif et statique, mais plutôt fluide, discontinu et pluriel. L'identité de chaque individu n'est donc pas définie de façon univoque par l'appartenance à un seul groupe social, ni à un seul territoire.
Dans Amirka, le déplacement de la protagoniste et donc sa déterritorialisation représente la perte graduelle du contact avec son identité collective liée au village d'origine et à sa confession religieuse. La première phase de ce processus de déterritorialisation est représentée dans la narration en s'appuyant sur la description d'une série de lieux en mouvement, comme le train qui l'amène de Marseille au port du Havre et ensuite le navire qui part du port du Havre pour aller aux États-Unis. Le train et le navire sont des lieux entre qui n'appartiennent ni au lieu des origines du sujet ni à sa terre d'émigration. Le train et le navire sont caractérisés par une identité hybride et fluide, déterminée par la présence des gens de plusieurs provenances qui partagent les mêmes conditions de déplacement et de déracinement. Dans le roman, le navire est un lieu énorme et effrayant que Marthe a décrit comme une ville flottante. Le navire est un lieu marqué par la présence d'une collectivité multiethnique et multilangue aux contours indéfinis qui entraîne la perte graduelle du contact de la protagoniste avec sa communauté d'origine. Pendant cette phase de déterritorialisation, l'espace est représenté dans le roman à travers une série d'images qui se répètent et qui se réfèrent à des lieux liminaux, comme par exemple la fenêtre, le seuil, le couloir. Il s'agit d'éléments de passage à caractère poreux qui représentent une sorte de frontière entre le moi et les autres qui se placent en dehors. La fenêtre est une sorte de protection de la réalité externe qui permet à Martha d'exercer une forme de contrôle sur ce qui se passe dehors, de s'approprier l'espace externe sans être vu. À travers les fenêtres des hôtels, des trains, des gares, Martha commence à connaître le territoire inédit de la terre d'émigration. Une fois à New York, le premier endroit dans lequel elle se rend est le magasin de Messieurs Herman, la seule adresse qu'elle connaît et où elle compte obtenir des nouvelles de son mari. La description du magasin est une projection de l'état de dépaysement de la protagoniste. On se focalise sur le passage de la lumière de la rue à l'obscurité du magasin, représenté comme une sorte de long et étroit couloir à l'apparence déserte que Martha doit traverser. Dans cette première phase de déplacement, les seuls points de repère spatiaux de la protagoniste sont constitués par son corps, qui d'ailleurs peut être considéré comme la base pour toute forme d'identité, ainsi que par d'autres éléments symboliques comme le sac de jute dans lequel elle garde toutes ses affaires. Les éléments spatiaux de l'identité sont donc caractérisés par la proximité à la personne et par le mouvement. Le sac de jute représente le dernier lien physique avec son ancienne appartenance, ainsi qu'avec le modèle de féminité que Martha incarne avant son départ. Le sac de jute ainsi que la façon traditionnelle de s'habiller de la protagoniste seront bientôt remplacés par un petit sac élégant et des habits à la mode selon le style américain. Ce passage marque le changement identitaire de la protagoniste. À New York, Martha travaille pendant une courte période dans une usine de textile et habite dans une chambre située dans le quartier syro-libanais, un lieu qui présente des éléments de similitude avec son pays d'origine. Dans cette phase, elle rétablit un contact avec sa communauté d'origine qui représente une sorte de médiation avec la nouvelle réalité américaine. Toutefois, Martha quitte New York et part à la recherche de son mari après avoir découvert qu'il se trouve dans l'État de la Louisiane. Il habite dans une villa à côté de New Orleans, entouré par des plantations dans lesquelles travaillent beaucoup d'esclaves noirs. Une fois arrivée à la gare, Martha prend une calèche pour joindre la nouvelle résidence de son mari.
En proximité de la villa, la protagoniste reconnaît son mari qui embrasse une autre femme très élégante. C'est ainsi qu'elle découvre que son mari s'est remarié avec une riche femme américaine. Les conséquences de cette découverte affreuse, qui bouleverse tout l'univers de Martha, sont ainsi décrites dans le roman, je cite: كانت وحدها في أرض غريبة في عالم غريب مقطوعة من شجرة بلا أهل ومنذ هذه الساعة بلا زوج سقط الرجل خارج حدود عالمها. Donc elle était seule en terre étrangère, dans un monde étranger, comme un arbre déraciné, sans famille, et à partir de ce moment-là, sans mari. L'homme avait disparu à l'extérieur de son univers. Fin de citation. Donc avec la perte de son mari, Martha coupe le lien avec sa vie dans le village de ses origines. Et dans ce passage, on remarque la présence d'éléments qui caractérisent le statut du migrant, à savoir les sentiments d'aliénation, représentés ici par l'adjectif gharib, ainsi que la rupture des liens avec les lieux d'origine et la famille représentée à travers la métaphore de l'arbre. Le migrant se retrouve souvent dans un état d'éradication et de déterritorialisation qui symbolise son éloignement du groupe et donc de son identité collective. Identité individuelle et collective sont liées l'une à l'autre et le bouleversement de l'identité collective affecte l'identité individuelle qui doit être reconstituée. À ce propos, ce roman nous présente un deuxième parcours de devenir de la protagoniste qui, après l'expérience dramatique de l'abandon par son mari, au lieu de se laisser écraser par le désespoir, réussit à se refaire une vie et à abandonner son ancienne identité liée à sa terre d'origine. La reconstitution d'une identité nouvelle se fait à travers l'appropriation de l'espace en terre d'émigration. C'est en effet après cette césure que Martha entreprend le travail de commerce de porte à porte en se déplaçant à l'intérieur de l'espace vaste et inédit des États-Unis. Cette phase de recherche identitaire se fait à l'intérieur d'un espace naturel vaste, vide et isolé, loin de la communauté, qui se place en opposition avec l'espace de la ville. Cet espace est ainsi décrit dans le roman: كانت في مكان بعيد من العيون في نقطة ما من سهول أوهايو أو إنديانا حيث تترامى السماء شاسعة لا نهائية خيالية لا تشبه سماء سوريا بلا تلال ولا جبال ولا حدود أوسع من المحيط الأطلسي. Elle se trouvait dans un lieu loin des regards, dans un endroit quelque part dans les plaines de l'Ohio ou de l'Indiana, où le ciel immense s'étendait vers l'infini, un ciel imaginaire différent de celui de la Syrie. Sans collines, sans montagnes, sans limites, plus vaste encore que l'océan Atlantique. Fin de citation. Cet espace sans limite, placé en opposition avec la terre d'origine, aux horizons plus limités, représente la feuille blanche sur laquelle Martha est libre de tracer son identité nouvelle. Ce processus est une sorte de revivification identitaire déclenchée par le déplacement et le travail de commerce de porte à porte. Grâce à ces deux éléments, Martha arriva, et je cite en traduction, à récupérer celle qu'elle avait perdue. La partie d'elle qui était vivante commença à gagner du terrain sur la partie morte. Fin de citation. Après cette phase de déterritorialisation, Martha s'installe dans la ville de Philadelphie et commence à travailler dans le magasin de M. Sekias, l'Arménien. Cette phase d'enracinement dans l'espace de la ville l'amènera à incarner son identité nouvelle, surtout grâce au travail. Dans cette phase, le lieu le plus significatif est le magasin qui représente le passage de Martha d'un modèle traditionnel de féminité défini à travers le rôle familial d'épouse et l'espace rassurant de sa maison au village à un modèle de féminité indépendante et autodéterminée lié à l'espace,
moderne et en mouvement de la ville et au monde du travail. Ce changement identitaire est ainsi décrit, je cite, هنا في المتجر ولدت من جديد ولعل الولادة بدأت فعلا على الطريق وهي تبيع من جزدان حرير. Ici, dans la boutique, elle renaissait. Peut-être que cette seconde naissance avait réellement eu lieu sur la route en vendant les marchandises du baluchon. Fin de citation. Le magasin lui permet donc de se construire une nouvelle identité après avoir coupé le lien avec son mari sur la route de Clarendon, ce qui l'avait conduite à sa villa et à l'affreuse découverte de son deuxième mariage. Ce changement identitaire est en outre marqué par le passage de la langue arabe à la langue anglaise que Martha commence à maîtriser parfaitement. La tenue traditionnelle et le sac de jute laissent la place à des habits raffinés et à la mode et à un petit sac moderne en cuir. Le changement dans la façon de s'habiller de Martha et dans sa gestuelle accompagne sa transformation en une entrepreneuse courageuse qui dirige un commerce toute seule, commerce qui deviendra bientôt une véritable usine de textiles. Pendant cette phase, elle n'est plus uniquement capable de gagner sa vie, mais elle devient un point de repère pour les autres Syriens qui souhaitent entreprendre leur activité de commerce de porte-à-porte. Martha leur donne la possibilité de prendre la marchandise de son magasin sous crédit pour leur permettre de lancer leur activité tout en gagnant un peu d'argent. Son parcours de renouvellement identitaire sur les plans individuels contribue donc à rétablir un lien avec sa communauté d'origine en terre d'émigration. Il n'est pas anodin que Rabia Jabir décide pour sa protagoniste la voie de l'autodétermination. Après la tragédie de l'abandon de son mari, Martha ne cherche pas refuge dans une autre relation avec un homme, mais elle s'appuie sur ses propres énergies. Et c'est seulement après être devenue une entrepreneuse de succès qu'elle rencontrera Ali Jabir, un homme originaire de sa région, mais appartenant à la communauté druze. Avec lui, elle construira sa nouvelle famille aux États-Unis. Martha réussit à sauver une partie de ses biens de la crise américaine du 29 et s'installe avec Ali Jabir et ses 4 enfants dans une ferme à Pasadena. Mais son mari décède prématurément alors qu'elle n'a que 40 ans. Elle décide d'ouvrir un magasin dans la ville, le commerce étant son activité principale, celle qui a marqué son changement identitaire et qui l'a rendue indépendante. Vers l'âge de 60 ans, Martha décide de céder la gestion du magasin à sa fille et de se retirer dans sa ferme. Le parcours identitaire marqué par le déplacement et le déracinement du territoire des origines se termine par un nouvel enracinement ainsi décrit dans les dernières pages du roman. بعد 60 عاماً على نزولها في إليس آيلاند حاملة كيس الجنفايس الذي يحوي حياتها أثمرت الأشجار التي زرعتها في بازادين تفاحاً. 60 ans après qu'elle avait débarqué à Ellis Island chargée de son sac de jute où se trouvait toute sa vie, les arbres qu'elle avait plantés avaient produit des pommes à Pasadena. Dans ce passage, le sac de jute, Kis al-Junfais, symbole de l'ancienne identité de Martha en tant qu'émigrant, réapparaît. À côté de cet élément, on retrouve de nouveau la métaphore de l'arbre pour représenter le changement identitaire de la protagoniste et notamment pour se référer à sa nouvelle identité enracinée dans un nouveau territoire. Il s'agit de la même métaphore utilisée pour décrire la rupture du lien entre Martha et son mari et symboliquement avec sa terre d'origine. Le parcours identitaire déclenché par cette césure du lien familial, communautaire et territorial se termine par une nouvelle phase d'enracinement dans un territoire avec une nouvelle famille qui se place partiellement au dehors des anciennes appartenances communautaires.
Pour conclure notre analyse, donc il est significatif de remarquer que l'histoire de Martha se passe avant et après la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire dans une période décisive pour la construction de l'identité nationale dans les différentes régions du monde arabe, avant et après la chute de l'Empire ottoman. À ce sujet, le positionnement spécial de Martha en tant qu'émigrant en devenir peut être considéré comme la métaphore du parcours de devenir de l'identité nationale du pays de ses origines. Au début du XXe siècle, la province des Bilad Hacham traverse une phase de construction des identités des minorités et la société partagée entre ceux qui ne veulent pas appartenir à une communauté et ceux qui appartiennent à des communautés religieuses avec leurs leaders. Dans ce cadre, le parcours identitaire de Martha, marqué par le succès, symbolise la nécessité de repenser l'identité collective, en d'autres termes, disons modernes, ne se limitant pas à l'appartenance aux communautés religieuses. L'union de la protagoniste, membre de la communauté des Maronites, avec un homme appartenant à la communauté des Druzes, peut être considérée comme une façon de représenter la nécessité de franchir la logique communautaire pour pouvoir incarner une identité nouvelle. C'est dans la non-conformation au groupe et donc à la norme que Rabia Jabir situe le parcours de recherche identitaire de la nation naissante. Le succès du personnage représente la possibilité de la constitution d'une identité nationale nouvelle dans la période qui suit la chute de l'Empire ottoman. Une identité nationale fondée sur le respect de la différence individuelle, ici représentée par la différence du féminin, et surtout libérée des logiques d'appartenance au groupe et ouverte au changement. Et je vous remercie. Merci beaucoup, Martina, pour cet exposé qui était un peu plus riche et qui, je pense, a suscité beaucoup de questions. Moi, j'en ai déjà beaucoup, mais je ne vais pas occuper la parole. Donc, qui aurait éventuellement une question à poser? N'ayez pas peur, vous avez le droit de vous exprimer. Je pense à VL2, il a pu y avoir des échos du cours que je leur fais sur la réclame. Je pense que ça doit vous avoir quelques échos. Non? Vous voulez parler? Non, je n'ai pas assisté à la conférence. Bon, mais je vais déjà en poser une. Ah, mais sinon, il... Non, vas-y. L'ensemble des personnages de ces deux romans, nous sommes devant deux personnages qui circulent librement. Et des fois, leur parcours se termine par un succès. Donc, cette construction de l'identité ressemble presque à une découverte, d'une découverte à une autre. Pour la migration, alors que dire de la construction identitaire des gens qui ne circulent pas librement? Parfois, on peut parler même de la déconstruction de l'identité originelle, comme dans les romans de la littérature maghrébine, et qui parlent des clandestins, enfin, leur psychologie, etc. Ça sera l'opposé de tout ce que vous avez avancé ici. Est-ce que vous avez une idée sur l'immigration clandestine ou cette littérature maghrébine? Alors, disons, moi, c'est mon nouveau projet de recherche, donc je n'ai pas une vision panoramique sur toute la littérature arabe parce que c'est très vaste. Donc, mais en fait, à mon avis, l'aspect intéressant qui touche un peu la littérature sur la migration en général, c'est le fait que même si ici c'est marqué par le succès, et dans par exemple d'autres romans marocains où il y a des migrants clandestins, bien évidemment, c'est pas le même parcours de construction, de devenir, etc. Mais en fait, le fait, c'est de mettre en évidence le fait que l'État-nation, en tant qu'entité, c'est-à-dire il faut peut-être remettre en question cette catégorie d'État-nation parce que ça pose un problème. Aujourd'hui, on le voit au niveau politique, ça pose un problème. Et je pense que la littérature
peu importe s'il s'agit des processus, disons, marqués par le succès ou des processus beaucoup plus problématiques et marqués par la souffrance, comme dans le cas des migrants clandestins. Mais en fait, le fait, c'est que la littérature suggère le fait qu'il faut réfléchir sur ces catégories d'identité, d'appartenance, d'état-nation, de territoire. Il ne s'agit pas des catégories neutres. Il faut les remettre en question parce que les problèmes existent. Et donc, c'est ça, en fait. Je pense que de toute façon, on peut trouver un fil rouge entre plusieurs images du migrant qui sont très différentes entre elles. Là, disons que le cas de Marta, bon, quand même, elle était clandestine, mais dans une autre époque où il y avait quand même d'autres possibilités, donc c'est pas... Mais le voyage dans les navires et tout ça, c'est pas très différent. C'est différent, mais c'est quand même un voyage assez dangereux par rapport à l'autre Karim du roman d'Elias Khoury, où là vraiment on parle d'une élite qui peut se déplacer assez librement, donc c'est pas le même... J'ai évoqué ça parce qu'à la lecture de 2 romans, il y a un roman, enfin, Amouaj al-Rouh, les vagues de l'âme, oui, où on parle de la Méditerranée, mais le personnage, c'est le clandestin lui-même qui raconte le roman. Et sa psychologie, c'est très intéressant. Et un des derniers, Lampedusa, où il parle justement, mais vraiment de tout ce qui se passe actuellement, comme vécu. Et le journal intime d'un immigré aussi. Donc on assiste à l'émergence d'une littérature où c'est l'immigré qui parle de lui-même et de la vraie littérature. Voilà, de ce point de vue que j'ai évoqué, le problème de ceux qui circulent librement et ceux qui ne circulent pas librement. Construction, destruction. Merci. Merci. C'est vrai que si on reprend ta démonstration sur America, qui est tout à fait intéressante. Moi, j'avoue que je ne l'avais pas lu de cette manière, donc je suis très contente d'entendre une autre interprétation. Finalement, est-ce que c'est véritablement le roman en lui-même qui crée cette métaphore d'une identité collective en reconstruction, ou c'est pas le fait même que l'écrivain lui-même la décrive comme une autofiction? Rabia Erjab a écrit, et c'est la suite d'autres ouvrages qu'il a écrits, et dans lesquels il reconstruit en quelque sorte l'histoire familiale. Et c'est peut-être à travers cette histoire familiale complète que l'on peut voir la reconstruction à la fois personnelle et collective. Parce que America, en tant que roman unique, centré sur lui-même, parle assez peu du pays d'origine. Au contraire, il montre comment l'héroïne se coupe quasiment totalement de ses liens avec le pays d'origine. C'est une sorte d'acculturation, elle devient américaine. C'est tout ce processus d'américanisation. Mais quand on sait que l'écrivain l'annonce comme étant son aïeul, bien sûr qu'il y a ce retour sur lui-même. Mais est-ce que ce n'est pas la contextualisation finalement du roman qui donne cette lecture, plutôt que véritablement le roman en lui-même? C'est une question que je me pose, parce que c'est vrai que c'est intéressant de voir comment, d'une certaine façon, on peut voir la reconstruction d'une identité collective, mais cette identité collective, c'est une identité collective américaine, en fait, dans le roman. C'est la création d'une famille américaine. Et Marta ne devient plus libanaise. Elle n'est plus libanaise, elle est américaine. Donc, voilà, c'était un peu ma question. Disons, alors déjà, c'est mon interprétation, donc c'est pas la seule possible, bien évidemment. Mais disons qu'à mon avis, en fait, ça représente plutôt la fin d'un certain modèle d'identité fondé, en fait, disons, sur un modèle ancien, donc d'appartenance communautaire et tout ça. Et le fait qu'elle coupe les liens avec sa terre d'origine, à mon avis, symboliquement, parce que oui, on n'en parle pas directement dans les romans, ça représente le fait que ce genre d'identité fondée sur l'appartenance confessionnelle
ne peut plus exister, surtout en vue, c'est-à-dire dans cette époque historique spéciale qui est en fait la chute de l'Empire ottoman et donc l'émergence des États-nations. Puis on sait en fait que l'histoire s'est passée différemment parce que voilà. Oui, mais en fait là, à mon avis, on ressent, et c'est pour ça qu'elle arrive, c'est-à-dire son en fait enracinement dans la terre d'immigration est marqué par le succès parce que elle représente l'espoir dans cette, c'est-à-dire une époque qui était quand même marquée par plein de possibilités d'émergence de ces États-nations. Et c'est pour ça en fait que je tenais à évoquer Moulouk al-Arab, qui n'est tout à fait pas un roman, mais c'est une rihla, donc une sorte de récit de voyage, parce que dans cet ouvrage, en fait, représente vraiment la possibilité de créer ce sentiment d'arabité partagée au-delà des différences confessionnelles, qui étaient un peu les projets des intellectuels du Mahja. Donc je vois un peu un lien entre ces deux sortes de projets. C'est dans ce sens que j'avais un peu lu le roman. Mais je pense que je suis tout à fait d'accord sur le fait que, en plus, comme c'est une sorte d'autofiction, ça fait partie d'un projet plus vaste de l'écrivain. Allez, on va finir un crachoir un peu. Ben, Sinon, je ne suis pas spécialiste de la littérature, mais je ne connais pas l'auteur Rabi Ajab, il est d'origine libanaise. Il est libanais, oui. Mais il est né aux États-Unis, il a... Non, il est libanais, Non, mais il parle un peu de l'histoire de sa famille. Oui, c'est pas lui, c'est... De sa famille, de sa grand-mère ou quelque chose comme ça qui était aux États-Unis. Oui. D'accord. Non, lui, il est 100% libanais, c'est-à-dire Donc, il a toujours vécu au Liban. Il est druze, lui. Oui. Et Martha, elle est maronite. Oui. D'accord. Et cette reconstitution a eu lieu, pas au Liban, mais en dehors. Exactement, oui, c'était justement en fait. C'est très important. Ils n'ont pas réussi à se reconstruire à l'intérieur de ces États-nations, mais ils ont réussi à se retrouver, ou bien se créer, ou bien se reconstruire en dehors de ces États-nations. Donc, ça veut dire que il faut repenser. Comment? L'écrivain nous dit rien, on n'en sait rien. Non, mais je parle de ces éléments que je viens de noter. Je ne connais pas les... Donc, si c'est un appel à remettre en cause ces États-nations, mais l'État-nation, ils doivent partir à l'étranger pour se reconstituer. Mais c'est avant. C'est avant l'émergence des États-nations. Hein. Oui. Donc c'est dans une période de passage. Oui. C'est dans une période de passage, en fait, c'est ça. C'est dans le période de passage, c'est-à-dire c'est la mort d'un ancien modèle identitaire fondé sur les appartenances communautaires et la possibilité de fonder l'État-nation qui va arriver parce que c'est pas encore... Oui. Deuxièmement, les noms, ça m'intéresse. En fait, Martha, c'est le vrai nom de son île ou bien c'est un nom choisi par l'auteur? Ça, franchement, je sais pas. Oui, je sais que c'est Martha, le personnage. Mais parce que Martha, c'est un nom maronite, oui, mais très chargé de mystère. On le trouve dans la Bible, on le trouve chez Gibran, on trouve Martha, c'est donc c'est ça. Est-ce que bon, ça, je sais pas, je sais pas, je ne peux pas vous répondre à propos de ça. Dernière chose, concernant Amin Rihani, Moulouk al-Arab, on voit qu'il a traversé, il a commencé par Sharif Hussein jusqu'à l'Irak et tout ça. Mais est-ce qu'il a fait ça en tant qu'homme de lettres ou bien est-ce qu'il a fait ça en tant qu'agent secret envoyé par les Américains? Il y a ça aussi, hein. Et je ne sais pas s'il cherchait vraiment à chercher ses origines ou bien ses racines, mais je me demande s'il cherchait vraiment, ce qu'il cherchait, c'est de construire une sorte d'alliance ou bien une sorte liée aux Américains. J'en sais rien, il y a des choses mais je pense, moi, quand j'ai lu Moulouk al-Arab il y a longtemps, pour moi, c'est pas une œuvre littéraire, c'est un truc, c'est
un truc. Oui, c'est. Hein? Un essai. C'est pas un essai, non. Il raconte des choses, c'est très intéressant, des détails sur le Yémen, sur le conflit et tout ça. Je pense que c'est une œuvre plutôt politique et rihla, mais je vois pas le rapport, en fait, cette recherche de la part de Rihani dans ces endroits-là. Je pense qu'il était plutôt... ça reflétait autre chose. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci. Merci pour votre... Non, c'est intéressant. Alors oui, c'est-à-dire il s'agit d'une œuvre complexe qui implique également ce rôle en tant que diplomate ou agent secret et tout. Moi, je l'ai analysé en tant que littéraire, donc je connais ce côté, mais je ne l'ai pas approfondi parce que ça ne fait pas partie, disons, de mes compétences en tant que littéraire. Mais je contredis au contraire le fait qu'on ne peut pas le considérer comme une œuvre littéraire parce que non. C'est-à-dire, moi, j'ai travaillé surtout sur l'introduction, donc c'est une petite partie de l'ouvrage, parce que c'est quand même un ouvrage. Mais dans l'introduction, par exemple, il y a un côté littéraire marqué parce que, par exemple, il utilise le sage. Il y a plusieurs passages. Donc, il entame aussi un dialogue avec la tradition classique du genre de la rihla. Il y a une partie d'autobiographie parce qu'il parle, en fait, de quand il est parti pour les États-Unis et comment, par exemple, on représentait les Arabes comme des Bédouins, comme des Bourbois. Donc, c'est-à-dire il y a quand même une partie littéraire, mais bien évidemment, il ne s'agit pas d'un roman. Et oui, il y a aussi un côté politique. Donc, puis, bon, s'il faisait partie de... Ça, je ne sais pas. Mais... Je m'excuse, je ne suis pas spécialiste. Non, mais c'est bien de... J'ai été très intéressé par le train, le navire qui sont des lieux entre deux mondes là. Et vous dites, et bien sûr le bateau, on perd contact, un contact graduel avec la communauté d'origine. Alors ce symbole là, le bateau a beaucoup été utilisé au cinéma. Hein. Je pense à un des films des 10 dernières années là, où on représente le bateau qui part de Marseille sur Alger, et il y a des jeunes d'origine algérienne qui rêvent en voyant ce bateau, et au contraire, il est plein d'espoir, en disant « Ah, on peut retrouver nos origines, peut-être retrouver une vie meilleure, etc. » Donc là, c'est le départ, c'est la perte de contact, mais ça peut être aussi le rêve, quoi. Et on le retrouve beaucoup dans le monde du cinéma, c'est assez intéressant de voir ça. C'est tout. Merci. Je vais rien ajouter. Oui. Ouais. C'est vrai, ouais. Il y a deux aspects. Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a une question ou veut ajouter quelque chose? Bon, on va remercier Martina. Merci. Beaucoup, Martina. Merci à vous de m'avoir invité et pour votre attention.